Dans ce cours, nous allons parler de cybersécurité et de sécurité et surtout voir comment la sécurité dans DevOps se situe par rapport à la sécurité en général, ce qu'on appelle DevOps, DevSecOps. Alors, la sécurité, c'est quelque chose qui est fondamental dans les systèmes numériques, tout simplement parce que les coûts financiers des attaques informatiques s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. Alors ici, pour essayer de comprendre très concrètement, pratiquement le plus simplement possible, comment mettre la sécurité en place dans DevOps, j'ai représenté un schéma dans lequel ici, nous avons, j'ai représenté un réseau d'entreprises. Et dans ce réseau d'entreprises, ici, dans ce cadre-là, j'ai indiqué que c'est là où nous aurions dans l'entreprise le workflow d'intégration continue, c'est-à-dire le système composé, comme on l'a vu en cours ou précédemment dans la vidéo précédente, donc un système qui va être composé par exemple, de GitLab, de GitHub, de Jenkins, de SonarQBE, du registry Docker, des serveurs de test, des serveurs de production, etc. Donc là, je l'ai représenté de cette façon-là pour pouvoir expliquer quelle est la sécurité qui le concerne lui. Et ensuite, j'ai représenté ici des serveurs d'entreprise, donc qui vont faire partie du réseau d'entreprise. Et ces serveurs d'entreprise, bon, j'ai mis des serveurs que l'on trouve quasiment dans toutes les entreprises, des DNS, serveurs DHCP, un serveur de base de données, un serveur web, etc. Donc plein d'autres serveurs d'entreprise. J'ai représenté également un autre réseau ici, hein, donc toujours des serveurs d'entreprise avec d'autres types de serveurs, voilà, pour essayer de représenter quelque chose d'assez complet afin de pouvoir parler de la sécurité en général et de la sécurité dans DevOps. Ensuite, au sein de ce réseau d'entreprise, j'ai représenté ici un routeur et j'ai représenté ici un VLAN. On va revenir un petit peu dessus. Alors, première des choses, quand on parle de cybersécurité et de sécurité, il y a un certain nombre de choses qu'il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre quel est le niveau de sécurité des postes de travail. Première des choses, hein, quand on va s'occuper de sécurité, on s'intéresse d'abord au niveau de sécurité des postes de travail sur lesquels vous travaillez, et également le niveau de sécurité des serveurs hein, qui vont constituer le réseau de l'entreprise, ici à ce niveau-là, ici, et puis au niveau du workflow d'intégration continue. Ensuite, on se pose également la question concernant les risques encourus si on est connecté à un réseau et parfois même sans être connecté. Quel risque j'encours exactement? On doit également comprendre quels sont les types d'attaques qui peuvent être menées par les pirates pour voler les informations personnelles. Ça, c'est également un point important. Et puis, comprendre comment fonctionne un virus, comprendre également comment les hackers peuvent manipuler des employés au sein d'une entreprise en utilisant des techniques d'ingénierie sociale, en se faisant passer, par exemple,
pour des personnes habilitées à vous demander des informations et parfois on peut tomber dans le panneau. Il faut savoir également comment on peut se protéger en choisissant un antivirus. Déjà, hein, sur les postes de travail, il faut que normalement, sur les postes de travail sur lesquels vous travaillez, il faut qu'il y ait des antivirus qui soient déjà mis en place. Ça, c'est quand même la première des protections. Un bon mot de passe également. Et puis, connaître les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Ça, c'est pour parler de manière générale. Il faut également connaître l'ensemble des cybermenaces auxquelles on peut être soumis. Par exemple, comme les cryptologueurs, les ransomware, les attaques par déni de service, etc. Et là, au sein de ce réseau, première des choses que l'on fait en général pour protéger un réseau, on met en place déjà des protections pour pouvoir nous protéger des attaques qui peuvent provenir de l'extérieur. Déjà, on pense à ça. Et pour ça, ici, alors, je suppose que Internet va se trouver à l'endroit où je fais bouger ma souris, hein. Internet serait ici, et tout ce que l'on voit ici, bien sûr, hein, toute cette partie-là fait partie, hein, du réseau de l'entreprise. Un réseau de l'entreprise. Ici, j'ai représenté le réseau de l'entreprise. Ça fait partie du réseau de l'entreprise, on va en parler. Ça fait partie du réseau de l'entreprise. Et Internet serait situé à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai de quoi représenter Internet. Je sais pas de quoi, apparemment. Bon, il faudrait que je recherche, mais c'est pas grave. Donc, Internet serait situé ici. Et première des choses qu'on fait, on met en place d'abord un pare-feu. Un pare-feu, c'est un élément qui peut être matériel, qui va être consacré qu'à cela. Ça peut être un serveur Linux sur lequel on peut installer un logiciel que l'on va configurer, un service que l'on va configurer qui va faire office de pare-feu. Et un pare-feu, il a pour vocation de restreindre les accès au réseau d'entreprise en tout simplement restreignant les ports accessibles de l'extérieur. Donc on essaye de minimiser les ports qui vont être accessibles de l'extérieur. Il y a des pare-feux nouvelle génération qui font des choses beaucoup plus poussées que cela, mais déjà, retenons qu'un pare-feu, c'est le premier élément qui doit exister, donc ça protège, ça va avoir pour but de protéger bien évidemment le réseau qui va constituer le workflow d'intégration continue, en particulier, hein, en plus de tout le réseau. Ensuite, une autre protection, c'est un serveur proxy. Serveur proxy, c'est un serveur qui a pour but de pouvoir filtrer les URL auxquelles les employés de l'entreprise, hein, peuvent accéder, puisqu'il y a des sites qui sont dangereux. Donc, le serveur proxy, il va avoir pour but de pouvoir filtrer ces URL. On ne va pas laisser les employés aller sur n'importe quel site. De plus, il va permettre d'accélérer l'accès à Internet, puisque les pages qui auront déjà été visitées par certains employés seront stockées localement. Et donc, si d'autres employés vont visiter les mêmes sites, eh bien, elles pourront être récupérées directement dans ce stockage local. De plus, ces deux composants-là permettent d'avoir des logs, hein, pour vérifier que les politiques qui ont été mises en place sont bien respectées. Ensuite, on met en place ce qu'on appelle, donc directement après ces deux éléments-là, par exemple, on met en place ce qu'on appelle des zones de sécurité. Juste derrière ce premier pare-feu, qui est directement connecté à Internet, on met en place ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée,
dans laquelle on va mettre en place des serveurs qui seront accessibles de l'extérieur. Par exemple, on peut mettre en place un serveur web. Ce serveur web, on va donner accès à ce serveur web via ce pare-feu à des utilisateurs distants. On peut mettre en place un serveur relais de messagerie. Un serveur relais de messagerie, c'est un serveur qui va recevoir des messages entrants, qui va les analyser éventuellement avant de les envoyer vers un serveur de messagerie interne. Et de la même façon, il procédera de la même façon pour les sorties de messages vers l'extérieur. Le proxy qui est ici peut faire office de reverse proxy, c'est-à-dire que les utilisateurs distants passeront par ce pare-feu, ce proxy qui analysera éventuellement leur demande pour relayer vers le serveur web ou le serveur relais de messagerie. On peut mettre en place ici, via ce pare-feu, ce qu'on appelle un pot de miel, un serveur pot de miel, un honey spot. L'objectif, c'est que on va permettre l'accès facilité à ce serveur, donc mettre un certain nombre de données factices. Les pirates, on pense qu'ils accèdent facilement à ce serveur, ils pensent qu'ils vont y pirater des choses, ils vont y déposer certains virus, certains logiciels malveillants, alors que sur ce serveur, on va rien mettre de confidentiel et de vraiment important. Et l'objectif, c'est que les administrateurs au sein de l'entreprise vont analyser tout ça pour déterminer un petit peu le type d'attaque que mènent les pirates et puis renforcer les protections qu'ils vont mettre en place à ce niveau-là. Donc là, on voit déjà une première zone de sécurité, une deuxième zone de sécurité. Tout ça donc contribue à la sécurité, en particulier de notre workflow d'intégration continue. Ensuite, ici, on a un autre pare-feu qui, lui, va bien protéger le réseau interne. Au niveau de ce pare-feu, on va vraiment limiter les connexions en entrée. Par exemple, si ce serveur web doit accéder à cette base de données, on va paramétrer ce pare-feu de telle manière à donner accès à ce serveur web qu'à ce serveur de base de données, et uniquement à ce serveur web. Et là, donc, on aura une protection qui sera vraiment renforcée, puisque les ports qu'on va ouvrir vers l'intérieur vont être extrêmement limités. Donc voilà, déjà pour une première barrière que l'on peut éventuellement mettre en place. Ensuite, généralement maintenant, il y a une autre politique que les groupes de sécurité qui se met en place, c'est ce qu'on appelle le zéro trust. Le zéro trust, puisque dans les politiques de sécurité qui se mettent en place actuellement en cybersécurité, il y a bien évidemment ces zones de sécurité dont on vient de parler. On vient de voir qu'elles sont constituées du réseau local, d'un extranet, on va dire, qui peut être la DMZ par exemple, et puis du pot de miel. On a vu qu'il y a un firewall qu'on peut mettre en place, un pare-feu, un proxy, mais il y a également une autre politique qui commence à également s'intégrer à tout ça, c'est le zéro trust. Alors le zéro trust, lui, il se fiche, mais alors royalement de l'endroit où se situe la zone de sécurité. Il considère que tout peut être vulnérable, et donc pour cela, il va beaucoup plus loin. Par exemple, au niveau du réseau interne, il ne va pas se contenter de ce pare-feu.
qui protège cette zone de sécurité, il ne va pas se contenter de ça, il va aller beaucoup plus loin en jouant sur un certain nombre de choses. Par exemple, il va se dire, bah tiens, dans ce workflow, dans ce réseau qui constitue le workflow d'intégration continue, quelles sont les seules personnes qui sont habilitées à se connecter à ce workflow d'intégration continue? Ce sont les DevOps. Eh bien, puisque ce sont les DevOps, on va mettre en place une politique où seuls les DevOps seront habilités à se connecter à ce workflow d'intégration continue. Alors, on peut faire ça de différentes manières, hein. Par exemple, d'abord ici, on peut mettre en place un routeur, par exemple, qui va isoler complètement le workflow d'intégration continue des autres réseaux, puisqu'un routeur, son objectif, c'est de segmenter un réseau, et on peut le configurer de telle manière à ce que ce réseau-là ne communique pas avec les autres. On aurait pu mettre en place un VLAN. De la même façon, un VLAN, ça permet de créer ce qu'on appelle des réseaux virtuels, c'est-à-dire que sur un même switch, généralement c'est sur les switches que l'on fait cela, et sur un switch, on peut configurer le switch de telle manière à ce que des machines connectées à des ports ne peuvent pas accéder à des machines connectées sur d'autres ports. Donc ici, déjà, on peut segmenter le réseau. Ici, même chose. Si sur ces serveurs-là, on constate que il y a seules certaines personnes vont être habilitées et que les autres réseaux, on ne veut pas que d'autres réseaux communiquent avec celui-là, donc même chose, on peut mettre en place un VLAN. Donc déjà une autre protection avec, ici plutôt, on va fermer celui-là. Ah oui. On peut donc segmenter le réseau. On peut segmenter le réseau à l'aide de routeurs, hein, qui va permettre de partitionner le réseau. Et on peut faire ça également à l'aide du VLAN pour faire ce qu'on appelle des partitions logiques. C'est-à-dire que un VLAN réalise des partitions logiques dans le sens où, par exemple, imaginons qu'ici j'ai un switch, que j'ai un serveur qui est ici, un serveur qui est là. Peut-être que des personnes qui vont être habilitées à se connecter à ce serveur et à celui-là, eh bien, on configurera les ports du serveur pour que cette machine et celle-là, par exemple, soient accessibles par les mêmes personnes. Donc, déjà, au sein du réseau d'entreprise, on peut mettre en place ces protections-là. Et on peut mettre en place ces protections-là également au sein de ces serveurs-là. Je ne l'ai pas représenté ici, mais j'aurais pu placer des routeurs à l'intérieur de ce réseau-là, des routeurs à l'intérieur de ce réseau-là. L'objectif, c'est de comprendre déjà globalement les choses. Ensuite, toujours dans le cadre du Zero Trust, on va se poser la question suivante. Bah tiens, ici je mets en place un serveur avec un DNS dessus. Eh bien, il faut impérativement que sur ce serveur, puisque c'est juste le DNS dont on a besoin, qu'aucun autre service ne fonctionne. Aucun autre. Ça, c'est fondamental parce que si d'autres services fonctionnent sur des machines qui doivent uniquement faire fonctionner qu'un seul type de serveur, eh bien, c'est des portes d'entrée pour des ports qui vont être ouverts en plus, et c'est des portes d'entrée pour des attaques éventuelles. Donc, autre chose également, donc très très important, hein, les serveurs doivent être configurés pour ne faire fonctionner
que les services dont ils ont besoin. Et donc, ça vaut également pour les serveurs qui seront dans le workflow d'intégration continue, à ce niveau-là. On peut encore avoir, alors on ne va pas rentrer de manière exhaustive dans tout, mais déjà savoir que pour le Zero Trust également, ce qui est important, c'est les permissions qui vont être attribuées. Qui a le droit d'accéder à telle machine? Donc il faut limiter les accès aux serveurs, aux seules personnes autorisées. Ça peut être par le biais, par exemple, de serveurs d'authentification, comme des serveurs LDAP, par exemple. On peut donc mettre en place un système d'authentification centralisé, par exemple, qui va empêcher des gens qui n'auront pas été qui n'auront pas eu d'autorisation et de permission dans ces serveurs d'accéder à ces machines. Donc ça peut être, on peut mettre en place des serveurs d'authentification pour limiter les accès aux seules personnes, les accès aux serveurs bien sûr, aux serveurs, aux seules personnes autorisées. Donc ça, c'est également une politique du Zero Trust. Et bien sûr, ça s'applique également à toutes les machines du workflow d'intégration continue. Et pour donner un autre type d'exemple du Zero Trust, il faut crypter les communications, ça c'est fondamental, même au sein du réseau de l'entreprise. C'est-à-dire que les machines qui vont communiquer entre elles, on doit avoir les communications qui doivent être cryptées via, par exemple, le TLS, le SSL. Donc il faut de toute façon crypter, chiffrer les communications. Il faut chiffrer les communications au sein du réseau. Enfin, pour donner un dernier type de protection pour la sécurité en général, il faut également, pour les utilisateurs distants, si on a des utilisateurs distants de l'entreprise, des employés de l'entreprise cette fois-ci, pas des internautes qu'on va uniquement habiliter à se connecter à la DMZ, si on a des utilisateurs distants, eh bien, ces utilisateurs distants auxquels on donnerait l'autorisation de se connecter sur une machine en particulier ou d'utiliser à distance le workflow d'intégration continue, eh bien, on fera en sorte de mettre en place un VPN, donc on mettra en place un serveur que l'on pourrait placer par exemple à ce niveau-là. On va mettre ici, cadré ici par exemple, voilà, qui ferait office de serveur VPN par exemple. L'idée étant que les employés distants devront s'authentifier, devront passer par ce serveur VPN afin de pouvoir se communiquer, se connecter au réseau d'entreprise et bien sûr uniquement au serveur sur lequel ils vont être habilités. Donc la même chose. Mise en place d'un serveur VPN pour les utilisateurs distants.
Voilà pour parler un peu de la sécurité en général. C'est fondamental parce que si on n'a pas une idée de toutes ces choses-là, si le réseau euh, dans lequel se situe le workflow d'intégration continue et éventuellement euh, ne se situe pas dans un réseau qui va être protégé déjà avec les outils de la sécurité, de la cybersécurité en général, eh bien, on va avoir un réseau, un workflow d'intégration continue qui va être vulnérable. Alors maintenant, la sécurité dans DevOps, carrément sur le pipeline d'intégration continue qui est ici. La sécurité, c'est une préoccupation majeure en DevOps. Pourquoi? Parce que on a les entreprises qui doivent livrer plus rapidement. Et donc, il faut impérativement que les équipes de sécurité suivent le rythme des tests, puisque, alors si on va prendre un autre document, par exemple celui-ci, voilà. Ici, on a les équipes DevOps, hein, constituées de développeurs, d'opérateurs, Scrum Master, etc. Ce sont des équipes qui doivent livrer rapidement, c'est-à-dire qu'on a déjà expliqué un petit peu le processus, hein. On pousse le logiciel et ça passe par le workflow d'intégration et de déploiement continu pour être déployé sur des serveurs de test ou des serveurs de pré-production. Et donc, de la même manière que les tests logiciels sont automatisés, alors qu'auparavant, ils passaient par une équipe de contrôle qualité. Maintenant, l'équipe de contrôle qualité peut participer au test, peut faire office d'auditeur également, hein, c'est-à-dire s'assurer que ce sont les bons tests qualité qui ont été mis en place et ont été automatisés, hein. Eh bien, de la même manière, les tests de sécurité doivent également être automatisés. Et donc, l'objectif de DevSecOps, c'est d'introduire la sécurité dans le pipeline de développement, en fin de compte, hein. C'est-à-dire que l'objectif, ce sera de vérifier que les API utilisées par les applications sont sécurisées et indemnes de toute vulnérabilité, que les conteneurs également devront passer par des tests de sécurité automatisés, et donc, en fin de compte, on se retrouve avec le même objectif que les tests qualité. L'objectif, c'est d'automatiser les tests de sécurité. Donc, il va s'agir d'exécuter des tests de sécurité dans un cadre d'intégration et de livraison continue. Et donc, pour cela, eh bien, il va falloir utiliser des outils et des ressources. Alors, il y a beaucoup de ressources hein, qui sont gratuites. Il y en a qui sont bien évidemment payantes. Et quel est l'objectif des tests dans un pipeline d'intégration et de déploiement continu? Ben, il y en a plusieurs. Par exemple, on va venir ici. Voilà. Quelles sont les failles de sécurité recherchées dans un pipeline d'intégration et de déploiement? Eh bien, il y en a plusieurs. Par exemple, déjà, ce qui est très important, quand on met DevOps en place, hein, il faut déjà sensibiliser, ça c'est très important, déjà, cette partie organisationnelle, hein, il faut sensibiliser les développeurs à développer en mode défensif. Ça, c'est très très important.
Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'ils doivent, lorsqu'ils développent, savoir ce que c'est qu'une injection, par exemple SQL. Donc on peut développer un code et il va y avoir la possibilité dans le code à des euh, personnes mal intentionnées de pouvoir injecter du code SQL dans des formulaires, par exemple, ou via l'URL, qui vont aller réaliser des opérations sur la base de données non prévues par le programme. Par exemple, pouvoir passer le formulaire d'authentification. Donc ça, c'est important que le développeur soit sensibilisé à cela. Par exemple, également les attaques XSS, les attaques en cross-scripting, qui vont concerner le développement en JavaScript. Là, ça veut dire que on a un code qui est mal protégé et donc des personnes mal intentionnées peuvent saisir dans des formulaires du code de JavaScript qui va pouvoir, par exemple, récupérer des informations via les cookies, etc. Et d'autres attaques. Euh, donc, ça, c'est vraiment important déjà de sensibiliser les développeurs à développer en mode défensif. Ensuite, il est important, quand les développeurs développent, que le code soit bien indenté. C'est très important qu'on ait un code qui soit bien indenté, parce qu'un code bien indenté, c'est un code qui est facile à maintenir et un code facile à comprendre, et où des failles de sécurité vont être visibles, du moins pour les plus grosses, donc tout ce qui est tabulation, etc. Il faut que soient respectées les conventions de dénommage des variables, donc même chose, pour avoir un code propre, facile à maintenir, dans lequel ne va pas se dissimuler éventuellement des failles éventuelles. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, d'autres failles éventuelles concerneraient par exemple la complexité d'un code. Imaginons des boucles qui seraient trop imbriquées. Et donc, plus un code est complexe, plus il est susceptible de dissimuler des failles de sécurité, les dépassements de mémoire, avec les divisions par zéro ou autre. Ça aussi, ça peut entraîner des failles de sécurité possibles. Les failles de scripting intersites, failles de scripting intersite, pareil également. Donc ça, ce sont des failles de sécurité internes au site, c'est-à-dire que là, on a un pirate qui va transmettre à un utilisateur authentifié une requête falsifiée. Et donc, l'utilisateur, sans s'en rendre compte, avec ses propres droits, il va exécuter une action sensible, qui va peut-être fournir des informations à un pirate mal intentionné ou réaliser certaines actions. Donc ici, on a nos attaques, XCRF. On a la possibilité également donc de voir d'autres types de failles que l'on peut également trouver au niveau de nos codes. Et pour ça, on a la possibilité d'utiliser des outils avec lesquels on va automatiser les tests de pénétration de sécurité sur notre code, mais on voit qu'on peut le faire à différents niveaux. On peut réaliser ce qu'on appelle des tests de sécurité des applications, des tests statiques. On n'est pas dans l'environnement d'exécution, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de réaliser des tests
sur directement le code, hein. Donc on a la possibilité de réaliser des tests statiques. Donc il y a des outils qui permettent de faire ça. C'est ce qu'on appelle les tests SAST. C'est les tests de sécurité statique des applications. Ensuite, on a la possibilité également, il suffit de regarder le schéma, de réaliser des tests lorsque l'application va être en exécution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tests dynamiques de sécurité, des tests dynamiques de sécurité. Dynamique, on va faire dynamique et puis c'est tout, hein, parce qu'on sait qu'on parle de sécurité. Donc des tests DAST. Et on a la possibilité de réaliser des tests interactifs de sécurité qui combinent un peu les deux. Donc on a les tests interactifs de sécurité, c'est les tests IAST. Et donc, on peut dire que ça, ce sont des tests qui vont combiner les deux. Donc, bien sûr, hein, on a des tests qui s'exécutent lorsque l'application est en exécution. Donc, des tests interactifs de sécurité, ça combine les deux. Alors, pour les logiciels qui permettent de faire ces tests de sécurité SAST, on a Sonar QBE, lui, donc qui peut s'occuper de tout ce qui est SAST. Il y a d'autres produits, comme PMD par exemple, Findbug. Donc moi, je parle que de l'open source, hein, des produits qu'on peut tester. Ici, on a le logiciel ZAP. Et pour les tests interactifs, là, on a plutôt des outils commerciaux. Mais déjà, l'objectif, ça va être d'essayer de tester cela, de les intégrer dans un pipeline. Après, il y en a d'autres que j'ai plus en tête, mais qu'on pourra donc tester dans le pipeline d'intégration continue. Voilà pour cette introduction. Donc, au fur et à mesure qu'on avancera dans cette formation, eh bien, l'objectif, ce sera d'intégrer dans notre pipeline d'intégration continue des éléments qui sont liés à la sécurité. Bien évidemment, il y a des aspects qui sont liés, comme on l'a expliqué ce matin, à l'infrastructure. Donc, par exemple, on peut sécuriser un serveur Jenkins, sécuriser un serveur GitLab, donc les éléments qui sont liés à l'infrastructure, hein. On a parlé dans la vidéo, la première vidéo, à l'infrastructure. Hein. Il y a bien sûr, hein, les aspects liés à la sécurité et aux permissions sur les serveurs, hein, sur les serveurs que l'on utilise avec tout ce qui est authentification, avec ce qui est autorisation, avec ce qui est le mot de passe, etc., etc. Voilà.